Alors, merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité, au comité scientifique d'avoir pensé à moi pour présenter sur ce sujet. D'emblée, je vous dis que j'ai réfléchi longtemps, plusieurs heures, ici et là, dans l'avion, dans le train, en me disant, ce public-là, qu'est-ce qu'il veut savoir? Puis plus j'y pensais et plus j'étais embêté parce que je sais dans la salle que certains d'entre vous en connaissent beaucoup sur la spirométrie, sur l'étude des fonctions respiratoires. Plusieurs d'entre vous le faites chaque jour et d'autres moins. Alors, il faut rejoindre tout ce monde-là, puis sans être non plus, sans donner un cours au laboratoire, quand on forme quelqu'un à faire la spirométrie forcée, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, et encore là, on en apprend. Donc aujourd'hui, je présente un cheminement qu'on va faire ensemble, et j'espère qu'on va passer un bon moment. Il y a une photo qui date des débuts de l'exploration, avec la cloche. Dr. Boulet, ici, dans ses jeunes temps. On le faisait à l'époque en camisole, n'est-ce pas? OK. Donc, voici mes conflits d'intérêts comme conférencier en recherche clinique ou dans les comités aviseurs. Moi, je verse depuis le début 100% de mon salaire de conférencier en recherche comme comité aviseur à la Fondation du CHUM dans un sous-fonds qui sert à la réadaptation pulmonaire et qui sert donc à faire vivre ce programme-là au CHUM parce que, bon, je pense que c'est une réalité que nous partageons pour plusieurs ici. La réadaptation n'est pas actuellement quelque chose qui est pris en charge par le système public pour les patients pulmonaires. OK. Donc, la reconnaissance de la spirométrie forcée, un certain recul pneumologique et les recommandations, et enfin, quelques applications pathologiques. Il y a un peu d'interaction dans ma conférence. Évidemment, au nombre qu'on est, vous devrez être en interaction entre vous-même et votre cerveau. Qui connaît bien à main levée, qui connaît très bien la spirométrie forcée à main levée? Parfait. Donc, j'ai des filles en avant ici. OK, parfait. Madame, là, de ce côté-là. OK, parfait. Donc, pour les questions plus dures, on va faire appel à vous pour répondre. OK, commençons par la première question. Un peu d'histoire. Donc, à quand remonte la première description contemporaine de la fonction respiratoire? Bien sûr, dans l'Antiquité, on avait déjà des prémices. Les penseurs de l'Antiquité que vous connaissez déjà faisaient respirer les gens dans des vieilles vessies et s'apercevaient que le volume d'air qui rentrait et qui sortait était à peu près le même à chaque fois. Ce qui, au final, donc, leur disait qu'il n'y avait pas tant de pertes que ça. D'où l'idée que le poumon servait à quoi pendant des siècles? Le poumon servait à quoi? À sécréter de l'oxygène. Donc, il y avait un tissu comme ça de croyances et de connaissances qui se sont effritées avec les descriptions en 1843 de Dr. Bourgerie, qui est un francophone, là, qui disait que la respiration est toujours plus puissante, toutes choses étant égales, que le sujet est plus jeune et plus mince. Donc, déjà, pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui avons passé 20 ans, on est sur le déclin. Dr. Bourgerie était très déprimant à lire pour le quarantenaire que je suis. Et plus mince. Donc déjà, il appuyait sur un point, c'est que le surpoids ou l'épaississement, comme disait ma grand-mère, a un impact sur la fonction respiratoire. Et donc, la force et la santé ne sauraient suppléer à la jeunesse. OK, la faculté respiratoire s'use d'elle-même. Donc, il évoquait ici l'emphysème du poumon. Elle commence dès l'enfance et avec les années, seulement le fait de respirer fait en sorte que vous développez un certain vieillissement du poumon. Toutes les maladies du poumon affectent ou altèrent sa fonction. Et c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Pensons aux exacerbations aiguës dans la MPOC qui, comme des marches d'escalier, détériorent la fonction respiratoire notamment. Laennec, à peu près dans les mêmes années, s'était aussi intéressé à ça, mais lui, de façon très différente. Il avait ouvert ces sujets. Alors, des sujets qui étaient décédés. Et donc, pour s'apercevoir que... Il y avait certains sujets dont les poumons ne se vidaient pas ou se vidaient lentement. Et lui, plutôt que de s'intéresser à la physiologie derrière ça, il s'est intéressé plutôt à la musicalité. Parce que, comme vous savez, Laennec a été l'inventeur, finalement, d'un outil qu'on utilise fréquemment. Exactement, c'est ça. Voilà le stéthoscope. OK. Pour les jeunes filles,
enfin, les jeunes filles, oui, de la salle. Qui est ce jeune homme? Donc, inventeur des premières mesures fonctionnelles de la capacité vitale. Alors, donc, John a vécu dans Londres du 19e siècle. Et John, c'est un gars qui était bien brillant, n'est-ce pas? Il a découvert assez rapidement que la quantité d'air au maximum que tu peux faire rentrer ou sortir de tes poumons était reliée à ta longévité. Et donc, les gens qui avaient des petites capacités d'air, qui pouvaient faire rentrer ou sortir au maximum de leurs poumons, allaient mourir plus rapidement. Puis ici, on va appeler ça de vital capacity. C'est la capacité vitale. Bon. Qu'est-ce que ça... Donc, ça a été publié dans un journal londonien médical de l'époque. Ça a fait un tabac, mais dans le mauvais sens. Alors, les gens ont un peu ri de ça, puis ont accueilli ça avec beaucoup de scepticisme. Puis les chercheurs qui sont dans la salle savent que des fois, quand on a des idées, elles sont parfois mal accueillies au début. Et John, ça lui a beaucoup touché, ça. Et qu'est-ce qui s'était passé avec John? Il a fait un burn-out. Donc, c'est pas le premier et c'était pas le dernier, finalement, à faire de la grande fatigue au travail chez les médecins. Puis John a laissé Londres, a laissé sa femme et il est parti vivre assez loin, aux îles Fidji. Ouais. Donc, les travaux de John Hutchinson et des successeurs ont démontré qu'il y avait des déterminants importants qu'il faut prendre en considération lorsqu'on administre la spirométrie forcée ou l'étude de la fonction respiratoire. Et c'est vraiment, donc, comme on l'a dit, l'âge, Dr. Bourgerie l'avait évoqué, plus tu es vieux, plus ta fonction respiratoire tend à diminuer. Ta taille, plus tu es grand, et meilleure est ta fonction respiratoire ou ton VMS, ta capacité vitale forcée. Ton sexe, plus tu es un homme, plus ta fonction respiratoire a tendance à être bonne, pour la même taille et pour le même âge. Et finalement, la race, les ethnies ont une influence également. Alors, juste vous dire que si jamais vous visitez les îles Fidji, vous pourrez admirer une statue, je ne suis jamais allé personnellement, mais j'en rêve, pour ça, pour visiter la statue de John Hutchinson, qui a été faite en son honneur. On dit que John est décédé jeune, il avait 50 ans. Puis il est décédé de quoi? Une maladie honteuse. OK, on continue. C'est pas un cours d'histoire. On continue. En quelle année fut introduit le concept du VMS? 1850, 1947, 1981. Et là, il y avait des gens qui étaient nés. Moi, je n'étais pas là. Mais en 1947, effectivement, Robert Tifno et son collègue Pinelli ont publié dans un journal qui s'appelle le Paris médical en 1947. Ils ont publié leurs travaux dans lesquels, finalement, après une longue histoire de capacité pulmonaire réduisable à l'effort, ils s'étaient dit, finalement, taillons, minutons l'air que l'on peut sortir d'un poumon, puis évaluons à 1 seconde, parce que pour eux autres, 1 seconde, ça parlait par rapport à la capacité utilisable à l'effort. La CPUE qui appelait à l'époque. Donc, ils se sont dit, minutons la quantité d'air que tu peux sortir, donc à 1 seconde, un peu comme un évier qui se vide, par exemple, et qui se vide plus lentement. Puis, vous voyez un tracé original de Tifno qui est ici et que vous reconnaissez de toute façon sur des tracés volume-temps, mais ici imagé à l'inverse, où est-ce qu'à 1 seconde, on fixe l'air qui est sorti et on mesure ça. Plusieurs versions de ce modèle-là, où est-ce qu'on minutait la capacité d'air au maximum qu'on peut faire sortir, ont été étudiées. 0,5 secondes, 1,5, 2 secondes, etc. Et finalement, le 1 seconde a été retenu par la Société britannique et les Français également, comme étant quelque chose de bien reproductible et de facilement utilisable en clinique. Robert Tifno est décédé assez jeune, lui aussi. Hein, il approchait les mêmes âges que John Hutchinson. Il est mort devant son hôpital à Paris, en rentrant. Puis il est mort de quoi, lui? D'un infarctus. Donc, déjà, le stress commençait à faire sa place et les siècles changent, n'est-ce pas? Et puis, voilà. Bon. Alors, il faut savoir une chose. J'ai un pointeur là-dessus. Hein? C'est le bouton rouge? Non, c'est là qui est le pointeur. En bas. Vous avez un pointeur? Ah, t'es gentil. Merci beaucoup. OK. Même un deuxième. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Parfait. Donc, merci beaucoup. Quand on mesure la fonction respiratoire telle qu'on l'entend aujourd'hui, puis qu'on exprime, par exemple, un VMS, on s'intéresse beaucoup aux grandes voies respiratoires. Puis j'attire votre attention sur le fait qu'on a une trachée qui se divise en bronches souches, qui se divise éventuellement vers des bronchioles. Et donc, toutes ces générations bronchiques vont se multiplier jusqu'à donner des petites alvéoles au bout du compte. On dit que des divisions comme ça, t'en as, on va dire, pour les fois les choses simples, entre 20 et 25. Celles qu'on explore en fonction respiratoire, c'est vraiment les premières, donc jusqu'à la 15e environ. Et on dit que donc c'est là que finalement l'air bouge. Imaginez des pailles, donc les premières fonctions, les premières générations bronchiques, les premières bronches jusqu'aux bronchioles même. Imaginez des pailles à travers lesquelles vous soufflez puis vous déplacez de l'air, puis c'est ce qu'on mesure finalement. Les voies aériennes qui sont plus loin, les dernières générations, entre 15 et 25 divisions, eh bien, imaginez-vous au bout du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous essayez de déplacer de l'air. Vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de résistance suffisante. Donc, vous ne déplacez pas grand-chose. Surtout le matin à 7 heures. Environ 96% du volume d'air qui est compris dans la zone respiratoire au final. Donc, à cet endroit, la vélocité de l'air chute. Et finalement, donc, ce qu'on explore, c'est les premières générations. Au final, c'est une petite portion du volume d'air thoracique lorsqu'on fait de la spirométrie forcée. Juste vous dire que ces voies aériennes contribuent pour beaucoup à la résistance, donc les grandes voies aériennes qu'on pourrait appeler. Les voies aériennes contribuent en général à 80% de la résistance à la respiration. La résistance, elle n'est pas si élevée que ça. Je vous mets en parallèle une pipe. Alors, quelle est la résistance quand vous respirez une pipe? Donc, environ 500 DIN, ou on va utiliser le mot DIN ici, parce que c'est simple, alors que les résistances des voies aériennes sont plus de l'ordre de 2 DIN. Donc, quand même, il ne faut pas exagérer, mais ça paraît ça paraît d'abord chez l'être humain normal, puis dans les signes pathologiques, ça peut augmenter significativement. Claude, arrête de nous parler d'affaires inintéressantes. Parle-nous, s'il vous plaît, de la clinique. Parfait. Alors, les indications de procéder à la spirométrie forcée, bien écoutez, les indications, elles sont nombreuses, mais c'est sûr que je vous ai sorti et résumé les principales indications que les sociétés savantes, telles que la Société canadienne de thoracologie ou l'American Thoracic Society, mettent de l'avant. Donc, aider au diagnostic d'une maladie respiratoire, comme la MPOC, par exemple, dans laquelle c'est si fondamental, permettre d'apprécier les répercussions d'une maladie sur le système respiratoire. Donc, on a plusieurs internistes, pneumologues, rhumatologues qui vont, par la fonction respiratoire, par la spirométrie, suivre leurs patients rhumatologiques. Surveiller la progression d'une maladie et les effets d'une thérapie, les effets, par exemple, d'une médication inhalée sur l'asthme d'un patient. D'autres indications qui sont également intéressantes, et finalement, c'est peut-être ces indications-là qui causent le plus de discussions dans nos assemblées. L'indication préopératoire, il arrive parfois que en soirée, je ne sais pas moi, vers 18h, 19h, on nous appelle parce que le chirurgien cardiaque qui va faire demain 3 pontages puis 2 valves veut savoir si le patient est opérable. Et des fois, on a des surprises. Le pronostic, pour ce que ça vaut, mais c'est un certain poids pronostic, et finalement, dans certains cas, le dépistage industriel. Les contre-indications, il faut faire bien attention, il faut peser les bénéfices de faire l'examen, puis finalement, c'est les méfaits. Moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, l'anévrisme, là, il faut que vous ayez des bonnes raisons de faire le test. Okay? C'est sûr que vous avez dit, docteur Poirier, nous autres, on le fait, ça va bien, je l'ai fait. Écoute, j'ai vu des patients qui ont eu par erreur, parce qu'on ne le savait pas, on l'a su après, un anévrisme de 8 cm dans l'abdomen, puis qui ont eu leur spirométrie. Puis on va faire une 8e, monsieur. Tu sais, on a vu ça, puis effectivement, puis on ne fera pas d'études à double randomisée pour savoir qui va péter ou pas. Quel anévrisme va péter ou pas. On ne veut pas savoir ça vraiment. Mais je leur dis toujours aux gens avec qui je travaille, d'emblée, quand il y a une histoire d'anévrisme, référez-vous au médecin responsable. Il faut vraiment donc peser, médicalement parlant, le bénéfice de l'avoir. L'anévrisme cérébral, ça, pour moi, on n'y touche pas. Les chirurgies récentes de la tête, du thorax, de l'abdomen, c'est un peu pareil, avec la montée des pressions, tout ça, il faut avoir des bonnes raisons. Quoi qu'encore, on en fait. Le glaucome, il faut que ce soit significatif. Évidemment, les maladies cardiaques non stables, puis, de toute évidence, les maladies potentiellement contagieuses. Alors, vous verrez... pas de patients. On commence, on a eu les premiers cas décrits dans les différentes régions du Québec d'influenza. L'automne, la saison commence. Alors, on va essayer d'éviter à la salle d'urgence de faire une spirométrie forcée chez nos asthmatiques qui seraient en influenza. Idem pour la tuberculose.
Écoutez, je me suis demandé si j'incluais une revue extensive des différents spiromètres, pneumotachographes, puis j'ai décidé que non. Bon, bonne idée, hein, c'est ça, parfait. OK. C'est intéressant, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu de l'évolution, comme dans tout, mais à travers une résidence connue, si on est apte à mesurer la pression avant puis après, on peut mesurer les débits, puis éventuellement faire l'intégrale en fonction du temps, puis découvrir les volumes. Donc, à quelque part, c'est pas mal ce genre d'idées-là ou de science-là qui est derrière les instruments que vous utilisez aujourd'hui. On a des collègues qui utilisent encore la turbine qui tourne avec donc un rayon qui passe. Puis plus la turbine tourne vite, puis plus le rayon passe vite, puis plus le débit d'ail est grand. Tu sais, vous voyez un peu le concept. Le refroidissement du fil chauffé, on a encore ça. Je ne pense pas d'avoir des collègues au Québec qui utilisent la cloche plongée dans l'eau. Je sais pas, ça a l'air qu'à Québec... OK. Il y a un beau musée, je pense que c'était à Lille, avec des appareils médicaux qui datent de... OK. Sur le web, on retrouve toutes sortes d'images drôles. Donc, je cherchais une belle image d'une personne qui fait la fonction respiratoire, qui fait sa spirométrie forcée. Puis finalement, j'ai décidé d'en prendre une pas belle. Parce qu'on en trouve beaucoup des inadéquates. Alors ici, vous avez donc non seulement une femme qui n'a pas de pince-nez, une patiente qui n'a pas de pince-nez, est debout. Elle est debout, hein, c'est ça. Alors, typiquement, qui va être debout face à sa fonction respiratoire? Un gars. Alors, je vais me mettre debout, ça va mieux souffler. OK? D'accord? Et puis, finalement, qui fait son pseudo-choc vagal ou des symptômes... Le gars. Parfait. C'est tellement typique, hein? Oui. Alors, non, c'est ça. Et finalement, c'est quoi l'autre erreur que vous soulevez ici? Oui, il y a plusieurs, mais entre autres, le docteur n'a pas l'air bien motivant. Vous savez qu'il faut être vraiment dedans. Il faut être un bon motivateur. C'est dépendant du coach avec qui tu es. Si le docteur il a plus l'air de la regarder et de dire « Fais ton possible ». OK. Donc, j'ai décidé de ne pas passer en revue, pour les mêmes raisons que j'ai citées tantôt, toute la technique de la fonction respiratoire, mais je pense que les choses de base doivent être connues. On assoit le patient, on lui met un pince-nez. Et on obtient donc des courbes volume-temps qui, ici, vous avez un exemple d'une courbe qui est dite normale. Et cette fameuse courbe débit-volume que nos étudiants en médecine ont tant de misère à comprendre. La chose la plus difficile au début pour eux autres, puis la réanimation des connaissances est importante aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui est sur leur donnée puis qu'est-ce qui est sur l'abscisse. Donc, sur l'abscisse, vous avez vos volumes et d'emblée, vous pouvez voir « souffle fort » avec un débit de pointe. Souffle, 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 souffle jusqu'à la fin. Et donc, cette capacité d'air qui est sortie s'appellera la capacité vitale, celle de John Hutchinson. Vous avez votre débit expiratoire de pointe, puis sur plusieurs appareillages, puis ils vont présenter, logiciel, ils vont présenter un trait vertical qui est l'endroit où votre VMS a été sorti. L'aspect de la courbe expiratoire et inspiratoire va déjà nous guider, va déjà nous parler, nous traduire certaines entités pathologiques, puis on va y venir ensemble à travers l'exploration de quelques cas. Merci à une compagnie française qui m'a offert 2 diapositives. Donc ici, on a des voies qui sont carrément obstruées avec une courbe des bivolumes, une courbe volume-temps qui montre un effort, une expiration qui est prolongée. Ici, on est à 8 secondes, mais comme vous le savez tous, on a des temps expiratoires qui parfois sont bien plus longs que ça. Et la courbe des bivolumes, qui ici parle à plusieurs d'entre nous, souffle fort, débit de pointe et une concavité. Cette concavité, comme vous le savez, chez la plupart des sujets, ne ment pas. Donc, même s'il y a eu de la misère, même si, abruptement, on a arrêté parce qu'on s'est mis à tousser à la fin de la capacité vitale, même si on a l'impression que le patient, couché dans sa civière avec un paquet de draps par-dessus lui, il n'a pas soufflé de façon optimale, cette concavité ne ment pas. Elle témoigne chez la plupart des patients d'une obstruction bronchique. Un patient restrictif, donc si vous avez une maladie restrictive qui est finalement extra-parenchymateuse, va avoir un temps expiratoire qui est plutôt court, et une courbe débit-volume qui va tendance à garder sa convexité, même chez les patients vieillissants.
ou à tout le moins qui sera rectiligne, avec une diminution globalement homogène de tous vos débits bronchiques par rapport aux valeurs attendues, qui sont les carrés, et une diminution de la capacité vitale qui est illustrée sur l'axe des X, sur l'abscisse ici. OK. Allons-y avec quelques cas, quelques challenges diagnostiques. On a nos experts dans la salle. Je compte sur vous. Il y a des visages que je reconnais en passant. Vous ne pouvez pas vous cacher. La madame en orange en avant. On va avoir besoin de vous. Donc, cette dame a 89 ans. Donc, je donne des cas vécus, là, OK? 89 ans. Tu vas dire, Claude, qu'est-ce qu'elle faisait au laboratoire? Ben oui, parce que la médecine change, puis on ne meurt plus à 50 ans devant son hôpital. Donc, la médecine change, puis à 89 ans, on est encore vert, puis on est encore actif. Puis, il est essoufflé. Alors, elle vient au laboratoire, elle fait cette courbe des bivolumes. Soufflez fort, madame. Débit de pointe, expiration forcée. On voit qu'elle a de la misère à la fin à poursuivre sa capacité vitale jusqu'à la fin, puis abruptement, elle a fait son expiration. Bon, on a la courbe qu'on a. Et vous avez les valeurs ici, donc de VMS, capacité vitale, et le ratio VMS sur capacité vitale forcée. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Alors, je l'ai illustré ici que la concavité est normale ou attendue, ou enfin, elle s'inscrit chez les courbes vieillissantes. Alors, on n'avait pas beaucoup il y a quelques années, mais maintenant, on en a des gens qui ont plus que 4 fois 20 ans. Et ces gens-là, lorsqu'ils viennent au laboratoire, ils ont une concavité qui s'inscrit sur le tracé expiratoire forcé de la courbe des bivolumes. Le ratio VEMS sur capacité vitale forcée, ou le ratio de Tifno, si vous voulez, fixe à 0,7, a été beaucoup popularisé dans le dépistage massif de la MPOC en première ligne. Mais évidemment, si vous appliquez ce même ratio à l'ensemble de la population, vous allez, chez les jeunes patients, manquer des obstructions bronchiques. Et chez les patientes donc très âgées, comme madame ici qui est au laboratoire, vous allez donc surdiagnostiquer l'obstruction bronchique. Effectivement, ce ratio de Tifno tend à être plus élevé chez les jeunes, la valeur attendue, normale, et à diminuer chez les personnes de 85 ans. On dit qu'à 85 ans, si vous avez un ratio de Tifno supérieur à 60 à 65 c'est encore acceptable. Ça dépend des valeurs prédites que vous utilisez dans chaque laboratoire, etc. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, attention à vos patients, donc surtout très âgés. Attention à ne pas surdiagnostiquer l'obstruction bronchique. Vous voyez ici un peu l'aspect de la courbe chez différents sujets. Donc, les jeunes qui ont une belle convexité. C'est tellement beau au laboratoire quand on voit ça passer. Les gens qui sont d'âge moyen, avec des courbes plus rectilignes. Et plus on avance, ici, on a un sujet de 70 ans, en bleu foncé, avec une certaine concavité qui s'inscrit, puis ça fait juste s'aggraver. Vous allez dire, Claude, pourquoi? L'hypothèse principale, c'est la destruction des fibres d'élastine et de collagène en vieillissant, ce que, dans certains livres, ils appelaient l'emphysème sénile. Là, je pense qu'on n'a plus le droit de parler de ça. C'est le vieillissement normal du poumon. Et puis, donc, ça fait en sorte que les petites voies aériennes sont plus facilement collabables à l'expiration forcée. OK, on a une fumeuse ici de 58 ans qui se présente au laboratoire pour une dyspnée. Et elle a donc ce tracé expiratoire forcé. Alors, soufflez fort. Donc, un débit expiratoire de pointe avec une concavité qui s'inscrit. Encore une fois, l'expiration maximale forcée a été interrompue abruptement. Un tracé inspiratoire par la suite. Vous avez un VMS à 1 litre, une capacité vitale forcée à 1,5 litres et un ratio, donc la capacité vitale forcée, elle est peut-être sous-estimée ici. Mais bon, un ratio de Tifno à 0,67 elle a 58 ans. Comment on interprète ça? Je vais poser une question. Fumeuse, 58 ans, on fait quoi de ce tracé-là? Compatible avec une MPOC, une fibrose pulmonaire idiopathique, une sarcoïdose, un poumon de fermier ou une alvéolite allergique extrinsèque. Qui vote? Vous pouvez voter plusieurs fois. Qui vote pour 1? On n'est pas aux élections, là? Parfait. Qui vote pour 2? On a vraiment une vendue de la fibrose ici. Qui vote pour 3? Parfait. Qui vote pour 4? Parfait. Vous êtes excellent. Alors,
Donc, effectivement, le message derrière tout ça, parce que cette patiente aurait les attributs tabagiques d'une MPOC, mais il faut faire attention parce qu'on a différentes maladies qui amènent à l'obstruction bronchique. Je vais dire un bref mot sur les choix numéro 3 et 4. Donc, la sarcoïdose, par exemple, qui est une maladie que vous connaissez peut-être ou probablement, mais avec différents stades et parfois, éventuellement, avec une atteinte dans les stades 3. 2, 3, 4, des atteintes parenchymateuses qui peuvent être légères, voire même très importantes. Éventuellement, des atteintes endobronchiques seules et isolées sont également décrites. Dans la sarcoïdose, vous avez donc des tests qui sont le plus souvent anormaux, et c'est la sarcoïdose qu'on va suivre religieusement, rigoureusement, mais qu'on ne traitera pas. Et vous avez donc d'autres patients qui ont des atteintes de la fonction respiratoire. Classiquement, ce sont des atteintes restrictives parce que c'est une maladie interstitielle, mais l'atteinte obstructive est décrite chez 15 à 20 des cas. Et au final, vous avez donc à la fois un processus de bronchiectasie dans les stades très avancés, mais qui explique l'obstruction bronchique, mais aussi de l'hyperréactivité bronchique chez un bon pourcentage de ces patients-là qui éventuellement s'associent à l'obstruction bronchique. Alors, la sarcoïdose endobronchique a été fortement associée à des patterns, à des patrons obstructifs à la fonction respiratoire. On fait attention, l'alvéolite allergique extrinsèque, pneumonite d'hypersensibilité, peut également s'associe le plus souvent à une atteinte restrictive avec atteinte de la DLCO, parfois mixte, mais aussi une obstruction seule a été décrite dans certains cas. Ce que je veux vous dire, c'est que faire une spirométrie forcée n'égale pas un diagnostic. Je vous avais largement pas donné assez d'informations cliniques et radiologiques chez la patiente pour pouvoir asseoir un diagnostic d'MPOC de façon sécuritaire. Patient de 48 ans, patient E, un homme ici de 48 ans, asthme réfractaire. Donc, le patient souffre fort des biexplorateurs de pointe, un beau tracé rectiligne, comme on aime les voir chez les gens en pleine santé, un VMS à 118 une capacité vitale forcée à 119 et un ratio de Tifno à 78 Il est déjà sous les excellentes pompes. Il y en a même plus qu'une. Ça ne marche pas. Soufflez pareil. Diagnostic possible. Normal, asthme, dysfonction des cordes vocales ou la granulomatose de Wegener, dont j'aurais dû changer le nom. On ne doit plus mettre le nom propre ici dans ce cas-ci. Donc, enfin, pour ce matin, entre nous, la porte fermée, on va dire Wegener. Là. Donc, qui vote pour 1? Qui vote pour 1 pour dire que c'est normal? Parfait, merci. Les courageux. Qui vote pour 2 pour l'asthme? La dysfonction des cordes vocales. OK. Et la granulomatose de Wegener. Bon, OK. Il y a du monde qui voit autre chose là-dedans ou qui ont mal au bras. Alors, on nous l'enseigne. Tout ce qui cille n'est pas de l'asthme. C'est écrit dans les livres, d'ailleurs. La version que j'avais de mon Harrison à l'époque avait cette phrase-là en anglais. On doit éliminer les causes d'obstruction intra- ou extrathoracique chez les patients avec un asthme réfractaire qui ne répondent pas au traitement. Puis ici, vraiment, la pierre angulaire ou l'information très pertinente était le tracé inspiratoire. Normalement, vous avez un demi-cercle qui est assez symétrique. Et au final, ici, vous avez plutôt une courbe carrée qui témoigne donc d'une obstruction des voies extrathoraciques, exactement, qui serait variable ici. Fait que vraiment, ici, l'information ne se trouve pas sur le VMS, la capacité vitale forcée ou le ratio de Tifno, mais vraiment sur le regard qu'on pose sur la courbe. C'est là que l'information est dévoilée. Et bien sûr, ici, vous allez devoir explorer la zone autour des cordes vocales. Alors, c'est-tu une maladie anatomique comme une néoplasie ou un Wegener, ou encore est-ce carrément une atteinte d'une corde vocale qui serait fonctionnelle ou anatomique. Donc ça, c'est à explorer. Mais ce patient va se mériter donc une investigation plutôt de la sphère ORL, je te dirais. OK. Alors, patient de 66 ans qui arrive au bureau, ici, à la clinique, au laboratoire, et qui fait donc ce tracé. Alors, souffle fort avec un volume rétro-extrabré qui est tout à fait adéquat, un début qui est assez harmonieux, le VMS qui est lu ici, quand même assez bas, 1,3 litres, et qui souffle. Puis là, à 10 secondes, l'heure du lunch arrive, puis tu en as encore à faire. Fait que, monsieur, on va arrêter ça. On en a des plus longs que ça. Hein? Je pense que tout le monde, on garde dans nos archives des 20 secondes, des 19, des 18 secondes, puis ça nous donne des frissons. OK. Diagnostic possible. Problème technique, MPOC, fibrose, l'heure du lunch arrivant, hein? Les problèmes techniques se multiplient. MPOC,
fibrose pulmonaire idiopathique ou bronchiectasie? Qui vote pour 1? Problème technique. Qui vote pour 2? MPOC. Qui vote pour 3? Fibrose pulmonaire idiopathique. Bon. Et qui vote pour 4? Bronchiectasie? Parfait. Donc, écoutez, ici, il y a plus d'un diagnostic de pathologie obstructive qui est envisageable. Juste vous dire de bien faire attention. OK? Le temps expiratoire prolongé chez les patients avec obstruction des voies aériennes, quand vous dépassez le 9 secondes, c'est fortement prédicteur d'une atteinte obstructive. Et dans les examens, lorsque nos étudiants examinent les patients obstructifs, ils recherchent un peu ce temps expiratoire prolongé, bouche et glotte ouverte. Si vous dépassez ce matin 9 secondes, venez me voir à 10 heures. Avec les canicules que nous avons eues, on a eu des petits problèmes de calibration le matin. Alors, quand vous rentrez dans le laboratoire le matin, il a fait chaud, hein? On a eu un bel été. Qu'est-ce que vous faites en rentrant dans le laboratoire? Tu allumes ton air climatisé ou tu pars ta grosse fan. Bon, alors quand tu fais ton zéro après ça, bien, ton zéro, il peut aller chercher ce petit débit aérien. Et donc, dans certains laboratoires qui m'ont envoyé leur courbe, c'était juste l'air climatisé qui poussait l'air à quelques mètres de votre zéro, de votre pneumotachographe. Et donc, le zéro était lu comme étant associé à un petit débit. Et donc, pour les tests qui ont été faits ensuite, évidemment, ça donnait des temps expiratoire, la capacité à ne cessait de s'accumuler parce que le zéro n'était jamais atteint dans ce contexte-là. Donc, une mauvaise calibration de l'appareil. Faites attention. Donc, finalement, quand vous rentrez le matin, qu'il fait chaud ou pas, tu calibres. Faites attention, en tout cas, à vos calibrations puis au débit d'air qui pourrait être associé à ça. 59 ans, référé pour dyspnée. Excusez-moi. Donc, 59 ans, référé pour dyspnée ici. Donc, c'est un homme. Soufflez fort, avec un tracé expiratoire. On voit ici qu'il ne reste pas grand place à volume courant et un tracé inspiratoire. Diagnostic possible. Asthme, MPOC, fibrose pulmonaire, apnée du sommeil. Donc, diagnostic possible, asthme, MPOC, fibrose pulmonaire, apnée du sommeil. OK. Qui vote pour 1 pour asthme? Parfait. Qui vote pour 2, MPOC? Qui vote pour 3, j'avais fibrose pulmonaire. Qui vote pour l'apnée du sommeil? J'ai une experte en avant qui... Donc, écoutez, effectivement, sur les tracés expiratoires, puis je vais vous le remontrer, on a certaines anomalies qui sont en rien sensibles et en rien spécifiques, mais qui peuvent évoquer un patient qui a l'apnée du sommeil. Et donc, c'est les tissus redondants qui émettent des vibrations sur le tracé expiratoire, vous donnent des petites indentations ou des dents de scie. OK? Et il n'est pas rare qu'on retrouve ça, puis on dit aux cliniciens qui ont référé le patient à corréler cliniquement avec des apnées du sommeil, avec des symptômes et investiguer au besoin. Donc, ça, évidemment, en général, ça leur peut avoir avec la raison pour laquelle le patient est au laboratoire nécessairement, mais bon. Donc, c'est un signe. Greffé pulmonaire, 48 ans. J'aurais pu prendre un autre cas, mais ce cas-là était un cas de greffe pulmonaire transplanté qui va moins bien depuis les derniers mois et qui a développé donc ce tracé débit-volume. Souffle fort, débit de pointe, souffle fort, un tracé qui est quand même rectiligne et un tracé inspiratoire. Qui peut s'avancer? Qu'est-ce qu'on y fait? A diagnostic procedure was performed. Qu'est-ce qu'on fait comme diagnostic procedure? Oh mon Dieu, c'est difficile ça. Hein? On a un char à faire tirer. Le comité organisateur. Il est garé en bas. Alors, on fait quoi comme... Je vais vous le dire, moi. Alors, cette image ici qui est en miroir entre l'expiration et l'expiration, donc entre l'expiration et l'inspiration. Donc, vous avez finalement
une image qui est relativement miroir, un peu inversée finalement, où l'inspiration, si tu y fais faire un 180 degrés clockwise, dans le sens des aiguilles du monde, tu tombes à peu près sur ton expiration. Cette image en miroir est le stigmate d'une obstruction d'une grande voie aérienne. Évidemment, ça pourrait être une lésion néoplasique, mais chez un transplanté, on passe plutôt à une sténose d'une de ces anastomoses. Donc, on fait une bronchoscopie pour aller évaluer les anastomoses et la patency ou la perméabilité des anastomoses. OK. Je vais terminer avec un petit cas clinique qui illustre quand même la pratique de plusieurs de mes collègues médecins de famille. Puis, je suis sûr que vous avez rencontré des patientes comme Laurence, 50 ans, qui a une toux persistante. Laurence, elle laisse griller ses cigarettes sur la table de cuisine, elle les fume pas toutes. Laurence, elle n'a pas de médecin de famille. Alors, c'est l'hiver, le sans rendez-vous est assez occupé. Elle a une IVRS depuis 3 semaines qui ne guérit pas bien. Elle a une notion d'asthme qui va moins bien également, qui s'associe donc à une toux variable, des expectorations qui sont beiges et difficiles à mobiliser. Elle est soulagée partiellement avec certains sirops en vente libre. Ses signes plutôt demeurent normaux et il y a des rares sibilances de haute tonalité expiratoires et bilatérales. Donc, la prise en charge de ce qui se passe, du contexte aigu chez Laurence, va demander une stabilisation des signes vitaux, ce qui n'est pas trop un problème, une décision sur l'antibiothérapie que le médecin de famille va devoir faire, puis il va se pencher sur la question s'il donne des bronchodilatateurs ou pas, puis il pourrait même éventuellement considérer la prednisone, et là, ça dépend vraiment de comment il assoit un diagnostic au-delà de ça chez Laurence. Et moi, je dis toujours aux gens, donc, traiter l'épisode aigu, c'est quelque chose d'important, mais soulevons le diagnostic potentiel. Laurence n'est pas là, hein, son rhume ou son IVRS qui ne guérit pas bien, elle n'est pas là pour rien. Et donc, investiguons ce qui se passe. Et ça se trouve être le tracé spirométrique, il y a donné spirométrique de Laurence. Alors, vous avez donc le tracé ici des bivolumes qui montre une courbe qui est quand même de bonne qualité. Soufflez fort, avec donc un temps expiratoire qui est, pas un temps expiratoire, mais une expiration forcée qui montre une concavité, une légère concavité, et les valeurs qui apparaissent dans le tableau à côté, avec un VMS qui s'élève ici à 66 et un ratio de Tifno qui est à 52 Ça, c'est des valeurs post-Ventolin. Comme vous pourrez l'apprécier sur les chiffres, d'ailleurs, il n'y a pas de différence pré- ou post-salbutamol. Ça ne change pas grand-chose, remarquez bien, parce que Laurence est, on va dire, une MPOC, ou qu'elle est réellement un asthme, elle n'est pas tenue, ce matin-là, au sans rendez-vous, d'afficher une différence post-salbutamol. C'est possible qu'elle n'en affiche pas pour différentes raisons, entre autres parce qu'elle est en infection, en inflammation, puis que ce matin-là, elle n'est pas capable d'afficher son amélioration post-Ventolin. Donc, écoutez, la spirométrie, vous avez dit, Claude, pourquoi on l'a fait? Laurence n'a pas de médecin de famille. Et dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs laboratoires de fonctions respiratoires, tout le monde au Québec, on a un taux de no-show important. Puis Laurence, elle risque de faire partie des no-shows. Le médecin aurait pu dire, Laurence, je te donne un antibiotique ou je ne t'en donne pas, je te donne la tendresse, du repos, va te reposer chez vous. Il prend sa décision médicale. Il aurait pu dire, dans 3 mois, va passer un test de fonction respiratoire complet à Québec. Mais Laurence, qui est une patiente plutôt jeune, active, qui travaille avec des symptômes variables, risque d'être dans le no-show. Et pour le médecin de famille de première ligne, là, aujourd'hui, au sans rendez-vous, ça se pourrait que pour des années à venir, ça soit sa seule spirométrie. Nous, comme pneumologues, on rêve tous d'avoir la spirométrie faite dans des conditions stables parce qu'on aime voir les meilleures valeurs du patient. Mais à la salle d'urgence, j'ai des patients qui n'ont pas de médecin de famille, pas une prise en charge adéquate, qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Les no-shows, c'est 20, 25, 30 dans les laboratoires de fonction respiratoire, malgré tous les efforts qu'on fait. Donc, parfois, on ne dispose que de ça. Puis c'est vrai que la spiro faite chez Laurence aujourd'hui, elle témoigne, comme vous le savez, d'une maladie obstructive. Asthme ou MPOC, je ne peux pas me prononcer parce qu'il va falloir que je lui parle et que je l'examine, mais que je lui parle surtout pour le savoir. Comme vous savez, la SCT vous donne un tableau bien fait sur comment différencier cliniquement les deux entités. Elle sera bien sûr à construire dans le futur, mais elle pourrait éventuellement donner des informations sur la meilleure prise en charge de Laurence et comment l'impliquer davantage dans la prise en charge à long terme également. Aujourd'hui, de m'asseoir avec Laurence et lui dire, Laurence, c'est pas juste un rhume que tu as, mais il y a une maladie pulmonaire sous-jacente. S'avancer un peu déjà, l'embarquer sur sa prise en charge à long terme et qu'elle comprenne finalement qu'elle est peut-être dans un processus d'une maladie qui est évolutive et dans lequel elle a un pouvoir d'autogestion et d'autoprise en charge, éventuellement pourrait changer son devenir.
Est-ce que chez Laurence, hein, nos pauvres radiologistes, y a-t-il des radiologistes dans ça? Non, évidemment. Hein. Ils sont en train de lire les radiographies qu'on a demandées. Nos radiologistes vont dire, Claude, oublie pas la radiographie. Qu'est-ce qu'on en fait de nos radiologistes? Bien, c'est sûr qu'on la demande la radiographie. La radiographie est très mauvaise pour prédire le VMS. Donc, un radiologiste qui dit cette radiographie évoque une MPOC, déjà, il marche sur des coquilles d'œufs 2. Évidemment, les end-stage, les maladies très avancées, les VMS effondrés, donnent des radiographies épouvantables, et là, on ne se trompe pas beaucoup. Mais en général, une étude qui date déjà de plusieurs années disait que quand un radiologiste dit que c'est compatible avec une MPOC, par exemple, 50% du temps, il se trompe, 50% du temps, il a raison. Alors, tu vois un peu, il faut faire attention. Il faut décrire les choses, mais pas trop s'avancer nécessairement, à moins que la maladie soit avancée, soit très évoluée avec des signes radiologiques qui sont non négociables. Ce qui est très agréable pour nous, pneumologues, c'est le vendredi après-midi, quand on est un petit peu fatigué de la semaine, puis qu'on soit cette jeune fille de 25 ans qui toussait et qui a eu une radiographie des poumons sur laquelle c'est marqué « compatible avec une MPOC ». Donc là, on va vous déranger, on va déranger nos collègues inhalés au laboratoire, puis la situation se règle assez rapidement en général. Alors, après plus de 150 ans, hein, l'eau a coulé sur les ponts de la Seine et de la Tamise. La mesure des débits bronchiques demeure sous-utilisée. Je ne l'ai pas illustré aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais dans les maladies respiratoires obstructives, à tout le moins, on a une spirométrie forcée qui est sous-utilisée et qui n'est pas à portée de main de toutes les équipes de soins, en première ligne notamment. Une spirométrie forcée prend sa signification toujours dans un contexte clinique associé. Et si on veut dire qu'on se met en enfer, eh bien, on va en faire, mais on va à ce moment-là avoir une approche qui est tout à fait physiologique de la spirométrie forcée, et on va faire attention pour proposer des diagnostics pour lesquels on manque d'informations. Un bon diagnostic conduit à une meilleure thérapie, ça va de soi. Je l'ai toujours dit, pour une grande partie de ma clientèle, moi, je travaille entre autres avec des patients MPOC, puis une grande partie de ma clientèle qui me sont référés pour la première fois n'ont pas eu de spirométrie forcée, et une partie de ces gens-là n'ont pas d'MPOC. Donc, évidemment que les médications inhalées ne fonctionnent pas comme prévu dans ces contextes-là. Je vous dirais, je ne pourrais pas passer sans la conférence sans rappeler, plusieurs d'entre vous le savez déjà, soit parce que vous avez été informés ou que vous participez à cette journée mondiale de la MPOC qui a lieu le 16 novembre prochain dans plusieurs hôpitaux du Québec, qui va être un endroit, également une tribune pour faire parler de la MPOC auprès de notre gouvernement, mais aussi pour inviter les populations et les aidants à venir s'informer à la fois sur la maladie, à la fois sur sa prise en charge globale, le rôle que l'exercice peut jouer, les économiseurs. Donc, beaucoup d'enseignements seront faits lors de cette journée-là. Et certains patients me disaient que c'est pas moi, ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors voilà, donc je vous invite à répondre à cette nouvelle. Si vous avez besoin d'informations, il y a le site web et il y a également l'équipe de l'Association planaire du Québec qui est apte à vous donner des informations à distribuer aux patients ou à la population. Donc, merci et puis j'attends vos questions s'il y en a.